croisez un caribou. Vous marchez, c'est silence, on respecte. S'il est dans le chemin, t'attends qu'il passe. On respecte le caribou, s'il vous plaît. Vous ne devriez pas le croiser, mais si ça arrive, c'est lui qui a priorité. Donc soyez très vigilants, très respectueux de ça, s'il vous plaît. Salut à tous, bienvenue dans cet épisode hors série de la Bande AD+, consacré à notre événement coup de cœur en 2025, l'Ultra Trail des Chic-Chocs. C'est une course de trail méga authentique, à vivre au moins une fois dans sa vie quand on est traileuse ou trailer. Un événement fascinant qui se déroule au Québec, dans les sentiers sauvages et extrêmement isolés de la Gaspésie. Je suis Nicolas Fréré, du média d'information Distance Plus, et je vous invite au cœur de l'UTCC, où Distance Plus était en reportage en août dernier, au milieu des montagnes gaspésiennes, pour vivre la 6e édition de l'Ultra Trail des Chic-Chocs donc, et surtout la 2e édition de l'épreuve de 100 miles, une course linéaire de 172 km et 9500 mètres de dénivelé positif à 98% en monotrace à travers l'hostile et rugueux sentier international des Appalaches, le SIA. Alors les Chic-Chocs, ils s'étendent sur une centaine de kilomètres, isolés de tout, composés de sentiers souvent humides, boueux et perclus de racines. Avant que ce 100 miles voie le jour en 2024, le projet excitait beaucoup les passionnés de trail rugueux et routes, et ceux qui connaissaient déjà bien le sentier prévenaient que ce serait probablement un monument de difficulté en raison du terrain très accidenté qui surprend bon nombre de coureurs européens notamment, peut-être plus dur encore que la Diagonale des Fous au Grand Raid de la Réunion. Cette année, il n'était que 32 au départ de la réserve faunique de Matane et 16 à l'arrivée au pied de l'iconique Mont Albert, dont seulement une femme. C'est Jean-Michel Landry et Louise Labbé qui l'ont emporté. Et écoutez bien les chronos. Il a fallu 31h et 47 minutes à Jean-Michel pour boucler les 172 km, contre 29h et 5 minutes pour Jacob Arrière-Nasson en 2024, et un peu plus de 48 heures à Louise. Pour rappel, l'UTMB se gagne en 20 heures. La Diagonale des Fous autour de 23h30. À l'UTCC, on est plus près de 30 heures. Certes, les cadors internationaux du trail devraient pouvoir abaisser ce chrono lorsqu'ils oseront s'aventurer dans les Chic-Chocs, mais ça donne une bonne idée de la mission et du défi immense que cela représente. En langue Mi'kmaq, l'une des premières nations au Québec, Chic-Chocs, ça signifie barrière impénétrable, ce qui en dit long aussi sur l'âpreté de ce massif montagneux, comptant plus de 25 sommets dépassant les 1000 mètres d'altitude à l'image du mont Jacques-Cartier qui culmine à 1268 mètres. À l'UTCC, les trailers partagent littéralement le sentier avec la faune locale. On peut croiser des orignaux, que l'on surnomme élans en Europe, dans le parc national de la Gaspésie, mais aussi les mythiques caribous, nommés rennes en Europe, qui sont malheureusement en voie de disparition. On ne compte plus qu'une quarantaine d'individus vivant entre les monts Jacques-Cartier, Albert et Logan. D'ailleurs, les parcours de l'UTCC sont réalisés avec la complicité de la Société des établissements de plein air du Québec, la CEPAC, afin de ne pas perturber la vie des caribous, puisqu'ils sont protégés par des mesures très strictes. Et pour ce qui est du cadre, imaginez-vous une nature sauvage, un mélange de forêts étouffantes et de plateaux lunaires et rocailleux. En marge de ce reportage estival, que vous pouvez retrouver bien évidemment sur les réseaux sociaux de Distance Plus, j'ai essayé d'expliquer pourquoi le 100 miles de l'Ultra Trail des Chic-Chocs est l'un des ultras les plus difficiles de la planète, en interrogeant des athlètes québécois et français que j'ai croisés dans les Chic-Chocs. Mais avant d'écouter ces échanges, j'aimerais vous plonger dans l'ambiance de cet événement avec la complicité d'Alexandre Ferreira. La Bande AD+, présentée par Nicolas Fréré. On est au départ, à peu près 40 minutes, 45 minutes du départ. L'arche est encore dégonflée, on voit le tapis bleu en dessous. On est sur une zone de départ, les gens ont stationné leur véhicule. L'autobus scolaire a déposé certains participants. Les participants du 100 miles sont en train de chiller en attendant le départ. C'est très très calme, posé. Alors, les coureurs du 170, vous pouvez approcher l'arche. Tranquillement, dirigez-vous vers l'arche. À 5 minutes du départ, l'excitation est à son paroxysme. Jean-Pierre Gagnon, Joseph Gervilly. Le directeur de course est en train de faire l'appel, comme à la petite école. Il énumère les participants et ils doivent répondre présents ou non.
C'est assez amusant. C'est assez roots et assez différent de ce qu'on peut connaître dans certaines grandes épreuves en Europe. C'est très très détendu et c'est très chouette à vivre. Marc Howard, Sébastien Jacquemont, Louise Labbé. Voilà, fait que j'ai allumé. Tu n'as plus à y retoucher pour tout le parcours. À la fin, tu peux le redonner aux bénévoles. Puis s'il y a un gros pépin, tu soulèves ceci, le bouton SOS. D'accord. Merci. Plaisir. Bonne course. Merci. Qu'est-ce que tu lui as donné exactement? Un Zoléo, une balise Zoléo pour le GPS. Obligatoire sur toute la traversée, Pour les 170, ouais. pour être sûr de pouvoir les suivre tout au long du parcours et n'en perdre aucun. Exact. C'est un 88 km de bonheur du début à la fin. Vous êtes vraiment chanceux d'être là ce matin. On remercie d'ailleurs le SIA de nous laisser parcourir ces sentiers-là. C'est grâce à eux si vous allez être capable de vivre ça ce matin. Les conditions sont très sèches. Si vous voyez un ruisseau, vous vous remplissez. Les ravitaux, vous vous remplissez. L'eau, ça va être important. Il y a des ruisseaux, inquiétez-vous pas. Puis c'est fret, mais ça va réchauffer pas mal. Il va faire chaud sur le parcours, donc ne négligez pas cet aspect-là de gérer l'hydratation puis la chaleur. Il y a eu un caribou de repérer sur le Mont Logan. S'il y en a un, il y en a peut-être d'autres. Si vous croisez un caribou, vous marchez, c'est silence, on respecte. S'il est dans le chemin, t'attends qu'il passe. On respecte le caribou, s'il vous plaît. Vous ne devriez pas le croiser, mais si ça arrive, c'est lui qui a priorité. Donc, soyez très vigilants, très respectueux de ça, s'il vous plaît. C'est un des défis qu'on a ici, là, d'essayer de préserver le plus possible la faune, puis la flore, puis tout notre beau sentier qu'il y a là. Donc, ramassez vos déchets, faites attention, ayez ça en tête lors de votre course. Prenez soin de vous les uns les autres. Donc, extrêmement important, si un coureur qui est en détresse, on lui porte, on lui demande s'il est correct, on s'assure que quand on part, il est stable, puis il va bien. J'espère que vous êtes tous prêts et prêtes pour cette belle journée. Donc, vous pouvez vous installer. Je vais vous faire un petit décompte d'ici 1 à 2 minutes. Nous sommes dans la réserve faunique de Matane, dans l'attente des premiers du 170 km qui vont arriver pour le premier ravitaillement. Un ravitaillement essentiellement de l'eau, pâtes de fruits, quelques chips. Pour l'instant, c'est pas encore très difficile ici, mais il y a des belles dénivellations. Voilà les premiers qui arrivent. Le deuxième en l'occurrence, parce que pour tout vous dire, le premier est passé. Allez. Nous sommes au lac Matane, dans la réserve faunique de Matane. C'est le lieu d'arrivée du 39 km et le lieu de passage pour les coureurs de 170 km du premier Maratrail sur les 4 au total. Les conditions aujourd'hui sont plutôt bonnes sur cette première partie de parcours. Il a fait beau, il a fait relativement doux. Les températures sont en train de tranquillement baisser, ceci dit. On arrive bientôt à la nuit. On va monter au Nid d'Aigle dans quelques instants pour assister au coucher du soleil. Comment ça s'est passé cette première partie, sa première quarantaine de kilomètres? Très bien. Un petit peu chaud dans la journée, mais là, ça se rafraîchit. Ça va être parfait pour la suite. Ouais. Et là, c'est quoi, peut-être des douleurs aux pieds, c'est ça? Aucune. Non? Non, on fait aérer un petit peu. Les bottes, c'est chaud. Ok. Un coureur en bottes. Tu cours en bottes? Oui. Protège les pieds. Des chaussures de randonnée, quoi. Oui. Chaussures de montagne. Ça évite de se casser les orteils. Et c'est un choix que tu as fait particulièrement sur ce sentier-là ou tu cours toujours comme ça? Distances. Après un certain temps, on se fatigue, on traîne les pieds et on se casse les orteils. Et donc avec ça, tu te casses jamais les orteils? Non, c'est très rigide. C'est la solution que j'ai trouvée. Intéressant. Un petit peu plus lourd, un petit peu plus chaud, mais ça protège. On est à peu près à mi-parcours du 170 km, un 170 km avec 9500 mètres de dénivelé ici. Il est réputé comme l'un des plus durs au monde. Je suis aussi avec Julian Claros. Salut Julian, pourquoi on dit que ce serait l'un des plus durs au monde?
Donc, les montées ici sont assez techniques. Beaucoup de roches, beaucoup de racines. Mais on peut aussi observer le degré de difficulté en fonction de la pente. Donc, généralement, quand on monte des montées aussi abruptes, on a des marches. Mais ici, dans les Chic-Chocs, c'est directement dans les racines, directement dans les roches, ce qui crée beaucoup de frottement dans les pieds des coureurs. Et ça devient problématique après une si longue distance. Alors Jonathan, on te retrouve au ravito de la mi-parcours sur 170. T'as l'air plutôt frais. Relativement frais. Non, c'est bien quand même. Je me sens en forme. Je me sens... Le moral est bon. Ok. C'est ça qui est important. Alors là, je vais essayer de me faire un reset complet de linge, de tout. T'as quoi là-dedans, là, dans ce grand qu'est-ce que sac? j'ai là-dedans? J'ai du linge, évidemment. J'ai des nouveaux souliers. Je vais changer. Ok. Comment s'est passée la première moitié du 170 pour toi? C'était boboche, là. Mais la fin, c'était mieux. Dès le lever du soleil, ça s'est mis à bien aller. Quand tu dis boboche, ça veut dire quoi pour toi? Un petit peu de problème de digestion, mettons, là. Mal au cœur sur une bonne partie de la première section. Première fois que tu le fais du 170? Oui. Ouais. Oui, Il est à l'image de ce qu'on t'avait dessiné? En vrai, j'étais venue faire des reconnaissances avant, fait que je savais un petit peu à quoi m'attendre, mais c'est pire. Moi, je trouve ça pire qu'est-ce que... Tu sais, je savais que ça allait être dur, je savais qu'il allait avoir beaucoup de dénivelé, mais quand tu le fais en vrai, là, c'est comme gigantesque. Là. Les descentes, il faut que tu contrôles ta descente tout le long. Oui, t'as beau être préparé à regarder avant, mais c'est jamais... La surprise est là. Et ça dure. Ça dure, ça n'arrête pas. La dernière descente, je l'appréhendais là depuis longtemps, tu sais. Je savais que c'était pour être, mais jamais à ce point-là. C'est une belle surprise. C'est-à-dire que... Qu'est-ce qu'il y a de plus dur en descente? Quand tu dis... C'est d'éviter toutes les roches, les racines, les dénivelés, tout. C'est ça qui est... Il faut que tu analyses ça tellement vite. Voilà. 170. Le vainqueur, 170 km. Donc, Jean-Michel Landry, 31 heures. Alors, cette course, comment t'as trouvé ça? T'as l'air d'être... de sortir d'un 10 km, là. J'ai trouvé ça éprouvant. J'ai trouvé la bonne recette de nutrition, fait que me voilà en santé. C'est-à-dire? Du sucre. Écouter son corps, puis fait que, écoute, ça a bien marché. T'as mangé beaucoup de sucre pendant toute la durée du 100 miles? En fait, oui. Puis je me suis brossé les dents. Ah! Ouais. Ça a fait du bien. Ça, c'est bon, ça, c'est la méthode Courtney Dowater. Oui, c'est ça. Est-ce que tu as trouvé ça difficile, comme on le dit? Oui, tout à fait. Là. Qu'est-ce Surtout qui est la section de la réserve de Matane, en fait, c'était quelque chose, disons. C'était très éprouvant. T'as pas eu tant d'adversité, t'as assez rapidement pris la tête de course. Est-ce que c'est difficile de faire la course seule, finalement? Non. On n'est pas des adversaires, hein, c'est un parcours. On est tous des gens qui ont le même but, soit de terminer, puis qu'on est tous des... Donc, non, ça vient de... C'est ton objectif de gagner les Chic-Chocs? C'était de terminer. Fait que j'ai terminé, objectif atteint. Terminé premier. Bravo! Merci. Grâce au bouche à oreille, l'UTCC s'est imposé au Québec et en Amérique du Nord comme une course crainte et ardue. C'est une marque de fabrique à laquelle les adeptes de la course en sentier sont attachés, d'autant plus sur les formats longs. Le directeur de course et architecte de la première heure de l'Ultra Trail des Chic-Chocs, Éric Lévesque, est vigilant à maintenir un équilibre entre d'un côté l'exigence de sécurité dans un domaine pareil et de l'autre la nécessité de conserver la dimension sauvage et spectaculaire de la course. Éric est par ailleurs un excellent coureur, il a gagné plusieurs courses au Québec et il avait notamment accompagné Mathieu Blanchard lors de son record de la traversée totale de la partie québécoise du Sentier international des Appalaches à l'été 2020. Je me suis entretenu avec lui dans son van à la fin de l'événement. On s'y est abrité avec un café chaud parce qu'il pleuvait depuis quelques heures, tandis que les derniers participants se rendaient au bout de leur périple tranquillement. Éric, j'aimerais que tu reviennes sur l'histoire de l'Ultra Trail des Chic-Chocs. Tu es au cœur de ce projet-là. Raconte-nous
Comment il est né cet événement et c'est quoi l'âme de cet événement-là? L'Ultra Trail des Chic-Chocs a pris naissance en 2019. Donc cette année, c'était notre 6e édition. C'est né d'un projet des gens de la région, des gens de la région de Saint-Anne-des-Monts, Capcha, Matane, puis de relancer cet Ultra Trail-là dans les Chic-Chocs. Puis de fil en aiguille, bon, dans le monde de l'Ultra Trail, bien entendu, la fameuse distance du 100 miles. On l'a toujours eu en tête dès le départ de la mettre en place. Donc, il fallait quand même se faire les dents pendant quelques années avant de dire on lance sur un 100 miles qui était ciblé vraiment en linéaire sur le Sentier national des Appalaches dans 95% du parcours. Donc, c'est comme ça qu'au fil des années, on a offert différentes distances. L'organisation a mis ses bases. Pour l'an dernier, ben là, on a lancé pour la première édition, notre 100 miles en linéaire qui est de calibre, avec sa grande difficulté, le 171 km et plus de 9500 mètres de dénivelé. Donc, c'est un petit peu ça le processus des dernières années. Toi, ça a été un trip personnel de donner naissance à ce monument-là? Ben, écoute, en 2019, j'étais déjà un coureur qui parcourait les Chic-Chocs. Donc, quand ça a été question d'embarquer dans ce projet-là, parce que j'ai fait partie du premier groupe qui a mis en place l'Ultra Trail des Chic-Chocs, pour moi, c'était une opportunité de pouvoir faire courir d'autres gens que mes amis proches dans les Chic-Chocs, etc. Donc, faire découvrir la Gaspésie en même temps aux autres gens du Québec. Puis maintenant, c'est des gens à l'international qui viennent nous voir, donc on est bien fiers de ça. Oui, parce que quand on regarde, assez peu de participants sur le 100 miles encore, ils étaient 37 inscrits, 32 partants, mais il y a quand même, par exemple, plusieurs Français, dont au moins un qui est venu de France pour ça, donc c'est le début de quelque chose, certainement, là. Oui. Puis, tu sais, l'an passé, on avait quand même quelques coureurs aussi sur d'autres distances. J'ai vu Madame de l'île de la Réunion aussi qui est inscrite aux 88 km. Donc, tu sais, tranquillement, l'Ultra Trail des Chic-Chocs est en train de faire sa place au niveau international. Puis, ça devient un attrait touristique. La Gaspésie a toujours été un attrait touristique à l'international. Puis, même temps, maintenant, c'est l'Ultra Trail qu'on essaye de jumeler dans cet attrait touristique qu'est la Gaspésie. Le slogan, l'un des slogans, c'est que ce serait le 100 miles ou l'un des 100 miles les plus durs de la planète. Je me suis amusé à poser la question pour savoir est-ce que c'est un slogan ou est-ce que c'est vrai? Toi, fondamentalement, t'es sûr que ça peut concurrencer les plus gros, là? Assurément. Le degré technique des sentiers, le ratio dénivelé, distance, il y a la façon aussi que sont faites les sentiers. Ils sont pas aménagés en serpentine pour monter de façon plus progressive. C'est des sentiers qui montent en ligne droite, qui descendent en ligne droite et qui sont extrêmement techniques, parfois dans les grosses roches de la serpentine, parfois dans dans les racines, dans la boue. Donc, tu as un territoire qui est difficilement courable par moment. Donc, si on regarde nos premiers temps de référence, après 2 éditions, on est capable, puis aussi on a des coureurs qui l'ont complété ou non complété, qui ont fait des grandes courses internationales comme la Diagonale, puis qui comparent cette course-là en degré de difficulté à un niveau encore supérieur. Bon, est-ce qu'on pourrait en discuter longuement, certains coureurs qui peuvent faire les deux, mais assurément, c'est une course qui peut, en termes de degré de difficulté, concurrencer les 100 miles les plus difficiles au monde. L'une des particularités, tu l'as dit, c'est aussi le côté très isolé. Quand on part sur la plupart des épreuves, peut-être un peu moins les courtes, quoique, on se retrouve vite seul. Ce qui veut dire que toi, comme organisateur, tu as une vraie difficulté, c'est la sécurité. S'il y a quelque chose qui se passe sur un sentier, sachant qu'il y a très peu d'accès, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ton plan de match dans les grandes lignes? Bien entendu, on est une équipe derrière tout ça. On a une équipe de sécurité complète. Et à chacun de nos points de ravitaillement, on a des premiers répondants qui se rendent sur le terrain. Puis on a heureusement des gens
des gens d'expérience qui ont de l'expérience en montagne, en hiver, en ski, etc. Puis, grâce à ces premiers répondants-là sur le terrain et des systèmes de communication, un multiple moyen de communication. Donc, tu sais, oui, c'est des coûts. C'est des coûts qui sont obligatoires pour avoir la sécurité de nos coureurs. Probablement les plus gros de l'événement. Oui. Oui, assurément, la sécurité, c'est notre plus gros cas de budgétaire, je vais le nommer comme ça, surtout en linéaire, en milieu noyé. Puis ça amène à avoir des bénévoles, je veux dire, dévoués à l'événement. On a, tu sais, sur 16 points de contrôle ravitaillement sur le 100 miles, on a 5 qui sont accessibles en véhicule. Donc, les 11 autres ne le sont pas. Donc, on dirait qu'il y a un accès, il y a un bout que tu peux faire à la marge. Des fois, c'est en VTT qu'on va monter une cruche d'eau, on va monter après ça un bénévole. Donc, ça prend des gens qui sont dévoués. Il y a des points de contrôle qui sont complètement au milieu de nulle part, dans la grande cuve du Mont-Albert. Ils sont exposés au vent, à la pluie pendant 2 jours. Donc, le dévouement des bénévoles puis des premiers répondants, c'est le cœur, c'est l'essence de notre course. Ouais. S'il se passe de quoi, pour l'instant, ça va à peu près. Hein. En 2 éditions, il y a eu, quoique il y a peut-être une histoire à raconter là-dedans. Il n'y a pas beaucoup de choix dans l'intervention. C'est tout de suite l'hélicoptère qui doit sortir. On a quand même différentes pistes, tout dépendant de l'endroit où l'incident peut s'être produit avec le coureur, dépendant de l'état aussi du coureur, si le coureur est toujours mobile ou immobile et la gravité. Donc, il y a une analyse qui est faite. On a une équipe de médecins aussi qui est sur place, qui épaule l'équipe dans la prise de décision à ce moment-là. Mais il y a quand même moyen de sortir certains coureurs autres que hélicoptères. On a des planches dorsales, puis on a quand même des véhicules VTT qui peuvent aller à certains accès aussi, mais c'est une grosse logistique qui fait que les interventions peuvent parfois être très longues avant que nos premiers répondants arrivent sur les lieux. L'année dernière, il s'est passé un événement... je pense qu'on l'espère pas, mais tout s'est bien terminé. Et puis c'était pas sur le 100 miles, c'était sur le 23 km qui a lieu le dimanche en fin d'événement. Raconte-nous ça. Oui, tu sais, souvent les coureurs, je vais juste faire un parallèle, les coureurs de 100 miles par exemple, souvent arrivent avec une certaine expérience. T'sais, nous, on demande un préalable, tu dois avoir couru un 100 km avant, puis les coureurs, ils se préparent des mois à l'avance, le matériel obligatoire, l'entraînement. Ces gens-là connaissent les risques, puis prennent de sages décisions sur le parcours. Puis souvent, ceux qui s'initient au trail vont aller dans des distances comme le 23 km avec très peu d'expérience, donc prennent souvent plus de risques que les coureurs qui sont sur nos longues distances. Puis souvent, c'est là qu'on a le plus d'interventions, c'est sur les plus courtes distances. Donc, ça nous je dis pas que c'est la raison de la cause de l'incident l'année dernière, mais oui, on a eu une évaluation en hélicoptère l'an passé, là, tout près du sommet du Mont-Albert, donc qui était plus rapide comme intervention de faire venir l'hélicoptère d'Halifax à ce moment-là que de sortir le coureur avec les risques que ça amène du Mont-Albert jusqu'au pied de la montagne. C'était un cas, je ne sais pas si dans quelle mesure tu as la possibilité d'en parler, mais c'était un cas potentiellement mortel? Je m'aventurerai pas sur ça. Il me semblait bien que c'était potentiellement sensible, donc je veux pas te... Mais bon, en tout cas, ça a été un moment probablement assez émotionnel pour toi, en tant qu'organisateur. Oui, définitivement. Puis tu sais, on souhaite comme organisateur, comme je dis, c'est notre priorité, la sécurité. Donc, quand il arrive un incident ou que ça nécessite un transfert hospitalier ou que les gens sont pris en charge, bien entendu, par les soins dans la région, on prend des nouvelles aussi de ces coureurs-là. On veut s'assurer que tout se termine bien parce qu'on le fait pour le coureur. Puis tu sais, on a tous un petit côté qui... On le fait, on connaît la part de risque que ça l'amène, on en est conscient, mais on veut pas que le pire arrive sur nos courses, c'est évident. Cette année, alors là, au moment où on se parle, pour situer les gens qui nous écoutent, on est dans ton van, légèrement en retrait du bruit alentour. Les derniers du 100 miles ne sont pas arrivés. Je pense qu'il reste une femme encore en course. Non, il y a un homme en bottine, je pense, que les gens pourront voir sur les réseaux sociaux de Distance Plus. Il a fait toute la course avec un gros sac à dos et des chaussures de randonnée. Bref, je sais plus où est-ce que je m'en allais en disant ça. Oui, c'est ça. Est-ce que cette année, tout s'est bien passé? T'as l'air plutôt content, plutôt détendu, donc j'ai une idée de la réponse, mais il n'y a pas eu de catastrophe.
Non, on n'a pas eu de catastrophe. Écoute, une belle année de ce côté-là. Puis tu sais, il y a toujours un des facteurs d'influence, c'est la température. On a eu des belles températures là pour notre 100 miles. Aujourd'hui, oui, c'est pluvieux, mais la température est relativement confortable. Donc, pour ceux qui ont parcouru le 100 miles, là, ils ont eu une belle température, puis même les courtes distances. Donc ça donne un grand coup de main. Là. On n'a pas eu les chaleurs qui amènent souvent des multiples déshydratations chez beaucoup de coureurs, une fatigue qui est plus extrême, donc plus à risque de chute, etc. Tout vient de compte. Donc cette année, on a eu une année un petit peu plus tranquille que l'an dernier. Puis je pense que c'est ce qu'on peut dire, mission accomplie côté sécurité. Là, on est bien satisfait. Autre particularité sur les sentiers de Gaspésie, mais surtout des Chic-Chocs, c'est le caribou. On est sur une zone où le caribou, animal emblématique du Québec, est en voie de disparition. Il reste une vingtaine d'individus, je crois. Et ça vient tout autant que la sécurité, je crois, impacter ton mode d'organisation, ta vigilance par rapport à la création même de cet événement-là. Oui, en effet, il y a entre autres un secteur du parc de la Gaspésie qui est le Mont-Jacques-Cartier où que la majorité des caribous qui sont recensés y habitent. Donc, bien entendu, c'est une montagne dont on n'a pas l'accès pour l'événement exactement. Puis nous, en tant qu'organisation, on doit suivre aussi les paramètres qui nous sont donnés pour la protection du caribou. Puis on va aussi faire notre part comme organisation. C'est une espèce, comme vous l'a dit, qui est emblématique. Il en reste très peu présentement. Donc on veut faire notre part du chemin. Fait que c'est pour ça que les coureurs sont sensibilisés dans le cahier du coureur. En cas de rencontre avec un caribou, quel est le comportement que je dois adopter? On veut préserver l'espèce, mais ça a des enjeux aussi pour l'organisation. Dans la mesure que les paramètres sont toujours évolutifs aussi pour la protection du caribou, donc on demeure toujours en constante discussion avec les gens du parc, le ministère aussi pour trouver toujours l'entente pour la tenue de l'événement tout en préservant l'espèce. Et d'ailleurs, juste avant le début de l'événement, on t'a signalé que un caribou avait été vu sur le mont Logan, je crois. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Est-ce que tu crains qu'il faut activer un plan B? Parce que visiblement, tout s'est quand même bien passé. Oui, il y avait la présence d'au moins un caribou depuis quelques semaines là, dans le secteur du Mont-Logan. C'est un secteur que les coureurs du 88 et du 170 km là, passent là, sur le Mont-Logan. Donc, nous, bien entendu, on a toujours des rencontres fréquentes avec les gens du ministère. S'il y aurait eu des enjeux plus importants, on aurait peut-être pris des décisions alternatives pour nos distances. Par contre, on a pu, là, avec les paramètres que l'on avait, là, poursuivre l'événement. Le sentier demeurait ouvert. Donc, notre course a bien lieu avec les distances et les tracés initiaux. Si les participants ne doivent pas idéalement voir le caribou, par contre, il y a d'autres animaux dans les deux parcs qui sont traversés qu'on peut voir. Et d'ailleurs, beaucoup ont fait la remarque qu'ils ont vu des animaux cette année, les orignaux surtout. Oui, plusieurs. Il y a dans un secteur qui est tout près, en fait, de notre site qu'on est présentement, là, à moins de 3 km, là, la présence de 2 orignaux en fin de journée, là, certains avec la lampe frontale. Là. Donc, ça a été des belles rencontres pour certains coureurs qui ont rencontré les orignaux pour la première fois de leur vie. Donc, en fin de course, peut-être que certains coureurs de 100 mètres ont pensé à certaines hallucinations en voyant ces belles grosses bêtes dans le chemin, mais non, elles sont bel et bien réelles. Puis, l'espèce de l'orignal est un petit peu plus en santé que l'espèce du caribou, mais c'est toujours impressionnant d'en croiser un sur nos sentiers. Quels sont les autres animaux qu'on pourrait croiser ici, dans le coin? Écoute, dans le secteur en début de parcours, sur la réserve Matane, on peut croiser des ours. Bien entendu, on peut croiser des coyotes. Ça, on n'a pas trop envie non plus. Hein. On a une expérience avec des coyotes un petit peu agressifs une année. Oui, exactement. On essaie de les éviter autant que possible. Donc, c'est un territoire qui est très diversifié. On en parlait en tant que terrain, mais aussi au niveau de la faune. Donc, une belle diversité qui t'amène à faire des belles rencontres lors de ta course. J'aimerais terminer par un peu ce qui m'a amené à venir ici.
c'est le côté à la fois difficile, lointain qu'est la Gaspésie. On est au Québec, mais on est loin de Montréal. On est à 10 heures de Montréal à peu près. 8-10 heures. On devrait en 8 à 9 heures. 8 à 9 heures, bon, enfin, on est loin. Et puis, il y a le fait de... d'avoir envie que cet événement-là soit un peu plus international. Qu'est-ce que tu as envie de dire à nos auditeurs, par exemple, qui sont habitués aux courses en Europe, aux grandes courses emblématiques, pour leur donner envie de venir ici? Je pense qu'à la base, les coureurs de trail aiment voyager. Je pense que c'est une de nos forces, une de nos ambitions, c'est d'aller découvrir différentes courses. On le fait comme coureur. Puis en tant que coureur, on aime aller vivre des fois, c'est ce qu'il y a de courses de plus rapides, de courses de plus difficultés. Mon premier 100 km le plus roulant possible. Fait que, on a certaines particularités, tout dépend des coureurs. Je pense que de venir voyager, venir vivre la Gaspésie, en profiter pour, vivre un des 100 miles les plus difficiles, assurément, dans un territoire magnifique, des points de vue exceptionnels, mais aussi d'en profiter pour voyager, profiter d'un temps, profiter d'un séjour complet en Gaspésie pour venir complémenter là, ce déplacement d'Europe, par exemple. Ouais, parce que c'est très différent de tout ce qu'on peut connaître en Europe. Hein. Oui, exactement. On a, je vais parler pour la Gaspésie. Le cœur de la Gaspésie, c'est les Chic-Chocs. La majorité des touristes en font le tour de la Gaspésie, sur le bord de la mer. Donc, ça te permet, à l'intérieur de peu de temps, de vivre l'espace éloigné des montagnes et de descendre sur la ville, le bord de l'eau. Donc, où on s'était vu d'ailleurs l'année dernière chez ton camarade Jean-François Tappe au Gaspésia 100, deux grands événements en Gaspésie et puis une grande camaraderie aussi. Vous êtes des promoteurs de votre région l'un comme l'autre. C'est aussi un des vecteurs de ces événements-là. Oui, effectivement. Jean-François que je salue, qui a un événement qui est plus côtier, on va dire, dans un magnifique territoire de Percé. Puis c'est ce qui est plaisant aussi, c'est qu'on a chacun le même mandat. On veut promouvoir notre territoire, on veut promouvoir la Gaspésie. Puis on le fait en collaboration et non en compétition. Là. Merci Eric. Merci beaucoup à vous. L'athlète gaspésienne Anne Bouchard a marqué ces 10 dernières années la communauté québécoise de la course en sentier. Parmi ses hauts faits d'armes, il y a le record du Sentier international des Appalaches en 2021. Un FKT de 650 km et près de 25 000 mètres de dénivelé entre Matapédia et Gaspé. Durant son périple harassant de 11 jours et demi, elle a emprunté la quasi-intégralité de l'actuel 100 miles de l'Ultra Trail des Chic-Chocs. Anne, te revoilà sur l'Ultra Trail des Chic-Chocs. C'est un endroit que t'aimes beaucoup. C'est un peu chez toi, la Gaspésie, je crois. Absolument. C'est chez moi, c'est mes racines. Plein de racines dans la trail. C'est le mot est vraiment choisi. Qu'est-ce que tu faisais ici? Une petite distance. Alors ça, j'ai été quand même un petit peu étonné te concernant. Absolument. C'est sûr que j'ai toujours privilégié les grandes distances, j'en conviens. Cependant, il y a un chemin de vie, il y a un moment un petit peu plus ardu qui est arrivé dans ma vie. Donc, je suis en reconstruction et j'apprends à retrouver l'esprit du trail, ma combativité, le couteau dans les dents. Et j'embarque plus sur les petites distances pour refaire un petit peu le corps, la vitesse, les sensations. C'est un peu là que je suis rendue dans l'entraînement. Et là, comme tu avais... Enfin, finalement, ça t'a rattrapé parce qu'aujourd'hui, t'en as fait un petit peu plus que prévu, finalement. Oui, alors, ça arrive dans les courses que y a le flagging, la distance est pas là. Mais on a fait un petit détour de 5 km. Donc, au lieu de 26, on a fait 31. Mais il n'y avait pas grand-chose pour altérer ma bonne humeur aujourd'hui, en fait. Ni la pluie, ni la distance. Tu venais pas du tout pour faire ce que tu as beaucoup fait dans ta carrière sportive, un podium, mais tu es quand même monté sur le podium malgré ce gros détour. Oui, faut bien que l'entraînement paye un peu, quoi. Merci Adrien Séguré. Absolument, merci Adrien. Tu sais, quand tu as l'esprit de combativité et de compétition, je pense que tu embarques sur un 160 ou un 26, tu dois remplir la mission, quoi. Et c'est ce que j'ai fait.
On se pose la question, au-delà de l'événement en lui-même, cette année, etc., de la dureté des sentiers. L'un des slogans du 100 miles, c'est que c'est le plus dur au monde. Toi, tu es une experte de ces sentiers-là. J'aimerais avoir ton avis. Bon, oui, c'est vrai que 161, ça a été ma distance de prédilection dans ma carrière de trail runner. Mais en plus, j'ai fait le 650 km, donc tout le sentier international des Appalaches, le GRA1. Je l'ai fait avec le record féminin. Avec le record féminin, comme Mathieu Blanchard en mode supporté. C'est un sentier qui te bardasse, quoi. Ça brasse, t'as l'impression d'être dans un VTT, les roches, les racines, lève les genoux, tourne les chevilles, t'en as vraiment pour ton argent dans ces sentiers. C'est hyper soutenu, tu peux pas lâcher les yeux de la trail, jamais. Tu clignes des yeux un peu trop longtemps et tu t'enfarges, quoi. C'est dommage parce que c'est beau autour. C'est hyper beau. C'est les plus belles montagnes du Québec. Je pense que le vrai défi est ici. C'est un peu loin de la civilisation, donc ce qui fait qu'il y a moins de gens qui se déplacent pour venir les faire. Mais c'est colossal, c'est costaud, c'est intense, c'est épicé, c'est musclé, stratosphérique, comme disent les Européens. Par contre, ça t'a pas écœuré, parce que tu reviens, tu continues de venir fouler ces sentiers-là. Oui, je pense que pour moi, c'est tellement des sentiers qui sont véridiques pour les trail runners du Québec que le vrai test, t'es-tu en forme? Viens rouler le Chic-Choc. Si tu roules le Chic-Choc, ta saison est bien partie. Tu fais partie des athlètes québécois et québécoises qui ont le plus baroudé à l'international. Tu as fait des courses difficiles aussi à l'international. Comment, avec ton expérience à toi, tu compares où est-ce que tu situes les sentiers de l'Ultra Trail des Chic-Chocs? Sincèrement, je compare l'Ultra Trail des Chic-Chocs à la Diagonale des Fous. C'est aussi soutenu que la Diagonale des Fous, quoi. C'est vraiment pas pour les doux. Tu dois être en forme physiquement, mais avoir mis ta tête dans la persévérance et la combativité et la patience. Ouais. Et s'il fallait en dire un plus dur que l'autre, ceci, tu n'as pas fait le 100 miles encore. Donc, tu connais bien les sentiers, mais tu n'as pas encore vécu le 100 miles. Ben, si, tu as fait le 600. J'ai fait le 650, donc c'est sûr que le 160, je le connais. Ouais. Je ne l'ai pas encore fait. Je ne sais pas s'il y a une femme qui a réussi à le finir cette année. Peut-être pas encore. Au moment où on se parle, je ne suis pas sûr. Il n'y en a que 8 qui sont arrivés, mais pas de femmes encore. Donc, je l'avais dans l'idée, pour être bien honnête avec toi. J'avais dans l'idée de le rouler cette année. Mais justement, avec les petits problèmes de santé que j'ai eus, c'est tellement important que j'embarque sur des courses que je sais que je vais être capable de finir. Je ne veux pas échouer, surtout que j'ai à cœur ce sentier-là. Peut-être l'année prochaine, peut-être pas. Ça va dépendre comment j'évolue cette année encore, comment je me remets de ces petits soucis de santé-là. Mais c'est sûr que le 160, que je connais ce parcours-là, c'est presque plus dur que la diagonale, en fait, parce que c'est trop sauvage. C'est hyper plus sauvage que la Diagonale des Fous. Il y a autant de dénivelé. Et c'est vrai que la Diagonale des Fous, c'est difficile. Tu sais, le chemin des Anglais, la montée du Taibit interminable, la plaine des Merles avec ses roches rondes et ses billots de bois. Mais ici, c'est... sauvage aussi. Sauvage, les racines. Tu sais, aujourd'hui, je me suis fait balafrer par une racine carrément qui était en haut. Les roches, la hauteur des roches, la grosseur des roches, c'est toujours du high step, de la relance. Ouais. Et c'est vrai que c'est intéressant de ce que tu dis, c'est que par exemple à La Réunion, oui, c'est dur, mais pratiquement partout, y compris dans Mafat où il y a un peu d'accès, il y a du monde qui est là pour te soutenir, il y a du monde qui est là pour te recrinquer, qui si tu vas pas bien, ici, si tu vas pas bien, tu ne peux compter que sur toi-même. Que sur toi-même, et il y a des moments, même aujourd'hui, je me suis questionnée,
mais merde, j'ai manqué un embranchement, quoi. Il n'y a pas de flag, je suis dans un single track, il y a des framboisiers qui m'arrachent les cuisses, je vois pas les roches, est-ce que je me suis perdue? Puis je connais le sentier, je me dis, et t'essaies de te réconforter, tu dis non, il n'y a qu'un sentier, tu es dans le sentier, mais t'as des moments où tu perds carrément la carte, quoi. Est-ce que je suis perdue? Il n'y a pas de réseau, il n'y a pas de Wi-Fi, il n'y a pas de connexion, nulle part. Et en fait, ça l'affecte ta tête parce que tu te dis, si je suis perdue, je suis vraiment perdue. Il n'y a personne qui va venir me chercher, tu sais. Mais c'est intéressant aussi ce que tu dis. Il y a un sentier, tu n'en as pas 50, un seul, plus les petites connexions. Mais en fait, oui, c'est ça. Il faut juste imaginer que sur 100 miles, il y a un sentier. Il y a un sentier et t'es seul dedans, en fait. Seul avec les ours, parce que il y a des cacas d'ours, donc tu sais qu'il y a des ours, tu vois des perdrix, tu vois des orignaux, t'es vraiment dans le wild ici. Et c'est trop sauvage, quoi. Et ça l'affecte la tête. Mentalement, ça a un impact. Merci, Anne. Merci à toi. J'en profite pour souligner que cet automne, Anne Bouchard a annoncé dans le podcast Pas sorti du bois qu'elle prenait sa retraite comme coureuse compétitrice à la fin 2025. Le Français Aurélien Laurin vit au Québec et il a une appétence pour les 100 miles. Il a à son actif l'UTMB, la Diagonale des Fous, le Vermont 100, le Bromont Ultra et plus récemment, il est venu au bout du Tor des Géants en Italie. Quand je l'ai rencontré sur l'aire d'arrivée de l'UTCC, il venait de terminer 9e du 88 km en prépa pour le Tor des Géants, justement. Alors, tu as fait le 88, mais c'est, entre guillemets, un entraînement pour un petit peu plus gros encore. Disons que je manquais un petit peu de dénivelé de kilomètres, puis je me suis dit, bon, faudrait que j'aille chercher un peu plus de montée abrupte que ce qu'on a autour de Québec. Donc, je me suis dit, je vais venir dans les chic-chocs, puis pourquoi pas, jumeler ça avec un petit événement, un petit peu d'adrénaline comme ça. Donc, puis on a eu des super conditions, c'est génial. Puis les ravitaux. On peut peut-être dire quand même à quoi tu te prépares. Ouais, non, c'est sûr que il faut préparer les jambes là, pour le Tor. Là. Donc le Tor des Géants qui s'en vient là, dans un mois. Donc on va encore continuer l'entraînement, mais là hier ça a vraiment fait un bel entraînement. Est-ce que c'est la première fois que tu venais sur ces sentiers? J'étais déjà venu faire de la randonnée, mais oui, vraiment la premier événement ici. Comment tu décrirais avec tes mots ces sentiers-là? Technique quand même, assez technique. Faut quand même avoir un peu de gaz pour relancer aussi, puis surtout à la fin, avoir du gaz pour passer vraiment la serpentine qui est vraiment très technique. Ou si tu arrives un petit peu trop brûlé, c'est long. Quand on me dit technique, en fait, c'est très relatif. Toi, par exemple, tu t'apprêtes à faire le Tor des Géants. Il y a des gens qui jamais imagineraient faire le Tor des Géants de leur vie. C'est quoi, pour toi, une course technique? Ici au Québec, les courses techniques, c'est surtout des courses où on va avoir de la grosse roche. Et c'est difficile à courir là-dedans ou même à monter. La racine, ça glisse. Donc, c'est des endroits où on va souvent un peu courir, devoir ralentir, parce que là, il y a un passage où il y a des grosses roches. Des fois, il faut quasi mettre les mains, relancer. Donc, c'est comme des coups d'arrêt, des coups de relance, là. On est beaucoup habitué à ça ici au Québec, c'est différent par exemple au niveau des Alpes où j'avais fait l'UTMB et où là c'est quand même beaucoup plus roulant, quoi, on va dire. Ouais, l'UTMB, s'il fallait comparer avec... tu as fait la diagonale? Tu as fait la diagonale, tu as fait l'UTMB. Si tu devais comparer avec ces deux-là, par exemple, mets-toi dans la tête de ceux qui ont fait le 100 miles, tu as fait la moitié de l'épreuve, mais ça te donne une bonne idée. Oui, le 100 miles, j'ai des amis qui l'ont fait l'année passée, ça avait l'air... en fait, au départ, je m'étais dit, c'est pas que je manque de kilomètres, je m'étais dit, on va peut-être faire le 100 miles, mais on me l'a déconseillé parce qu'on m'a dit, tu vas finir avec les pieds complètement usés. Donc, je voulais continuer mon entraînement après. Donc, c'est sûr que ça ressemble beaucoup plus à la diagonale. Moi, la partie que j'ai fait ici, mais de ce que j'ai aussi entendu de l'année passée de mes copains des Cute, là, c'est que c'est vraiment très, très infranchissable, comme ils disent, les chic-chocs, là. C'est vraiment de la roche, beaucoup de rocailles. Des fois, des endroits, tu vois pas où tu mets tes pieds, parce que des fougères. Donc, ça se compare à la diagonale. Puis, j'ai hâte de le faire pour pouvoir comparer vraiment les deux. Parce qu'à la diagonale, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'endroits où tu marches.
Mais je pense que c'est pas mal pareil ici aussi. Toi qui es habitué à des courses où il y a beaucoup de participants au départ, ça fait quoi d'être dans des courses très roots où il y a quelques personnes, des dizaines de personnes seulement? Qu'est-ce que ça change? Moi, je trouve ça génial, là, les organisateurs parce qu'ils ont autant de charges de travail à faire. Et ils font ça pour beaucoup moins de monde, mais c'est parce qu'ils ont la passion derrière. Là, ils ont envie de partager les sentiers qu'ils connaissent. Non, moi, je trouve ça génial. Puis j'aime bien ça parce qu'au moins au départ, on se connaît un peu tous ici au Québec. On s'est déjà vu sur d'autres courses. On a des amis qui sont là. Donc, non, je trouve que c'est l'effet plus chaleureux qu'on a par rapport à des plus grandes courses qu'on aime faire aussi pour voir aussi où c'est qu'on en est par rapport à dans d'autres pays là. Mais j'aime ça là. Moi, c'est sûr que tous les ans, je fais au moins une course au Québec. Puis des fois, je vais en chercher une un peu ailleurs pour aller chercher un petit peu plus le côté international là. Mais moi, j'aime ça. Il y a toujours une bonne ambiance. Puis je trouve que on est concurrents un peu à la ligne de départ, mais on est tous des amis quoi. Donc, La Bande à des Plus, le podcast du magazine Distance Plus. La veille, le samedi soir, à la nuit tombée, je me suis installé auprès du feu avec quelques coureurs, bière à la main, heureux de leur expérience. Évidemment, nous avons jasé. J'ai d'abord tendu le micro au Français Julien Comte, qui revenait pour la 3e fois de suite. J'aime faire les courses entre 100 et 160 km. Puis voilà, j'ai eu la chance de participer à la Diagonale des Fous. Et j'aime aussi de plus en plus les courses en autonomie dans le désert. Donc c'est ces genres d'ultra et de courses en autonomie dans le désert. Et c'est pour ça que tu es venu courir aujourd'hui à l'Ultra Trail des Chic-Chocs. Exactement, du désert, du sable, c'est ce que je recherchais. Non, c'est dans l'autre catégorie, c'est plus la partie Ultra Trail. Les Chic-Chocs, c'est quelque chose de très spécial au Québec. C'est les plus grosses montagnes au Québec. Pour moi, c'est les plus difficiles au Québec. Et donc avec le terrain accidenté et ce petit côté familial qu'on retrouve dans les événements, c'est la musique. Et la musique. Merci DJ. Non, c'est vraiment ce que j'aime. Ouais. Tu as couru plusieurs fois, plusieurs années de suite ici. Oui, c'est la 3e année. J'ai fait 2 fois le 45 les 2 années précédentes. Et cette année, pour construire un petit peu mon entraînement pour Arikana qui arrive dans 3 semaines, j'ai décidé de changer puis de faire le 39 qui était le tout nouveau cette année, donc toute nouvelle distance. Et c'est surtout une section que je ne connaissais pas du tout. Dans le passé, j'avais déjà fait le SIA en fast packing, une partie du SIA en fast packing. Le SIA, c'est le sentier sur lequel passe la majorité des courses des Chic-Chocs. Et cette section-là, je l'avais jamais faite. Donc, pour toutes ces raisons, ça me tentait de faire autre chose. Ouais. Et comment tu l'as trouvé par rapport à ce que tu connaissais du 45 km? Alors, c'est différent au niveau... c'est assez différent au niveau terrain et paysage. Le 39 est beaucoup plus dense en forêt. On voit pas la trail, la track là, c'est rempli de fougères. Donc on est avec notre bâton, on est presque un petit peu obligé de faire sa trace. Par contre c'est aussi difficile et aussi technique. Beaucoup de racines, beaucoup de cailloux, beaucoup de dénivelé. Sur le 39 km, on est à 2400 de dénivelé, 2400 mètres. Donc écoute, on en prend plein pour les jambes quoi. L'année dernière, on s'était vu sur le 100 miles du Gaspésia 100. Donc, est-ce que le 100 miles de l'UTCC te fait de l'œil un peu? Alors ouais, puisque oui, il me fait clairement de l'œil. En plus, c'est un 170 avec 10 000 mètres, donc ça, je dirais que je l'ai jamais fait, mais de ce que je connais un petit peu, c'est une petite diagonale des fous ici, on va dire. Donc oui, il me tente par le sentier du SIA qui est magnifique, puisque j'en ai fait une partie. Il me tente parce que les paysages sont exceptionnels et puis la dureté du terrain, ouais, tout ça me tente très prochainement. Je devais le faire cette année, pour être honnête, mais enchaîner Val d'Aran, 170 Chic-Chocs et Arikana 125, c'était un petit... limite du suicidaire, quoi. Voilà, exactement. Donc j'ai enlevé celui-ci, mais je reviendrai à mon avis très prochainement sur le 170. Ouais. Une des choses qui te fait revenir en Gaspésie, parce que toi tu es plutôt du côté de Montréal, c'est aussi cette ambiance qui est un peu différente d'ailleurs.
Oui, ça change par le nombre de participants. On est quand même un petit comité ici. Puis finalement, on arrive un petit peu tous à se retrouver. On retrouve pas mal de personnes, mais ça reste toujours très familial. Très peu de monde, donc c'est vraiment une ambiance différente des autres, mais qui est en même temps très sympa. Il y a un clash avec les courses qu'on peut connaître par exemple en Europe et notamment en France. Mais un clash, oui, au niveau du monde déjà, c'est sûr. De l'organisation. Ouais, de l'organisation, un clash aussi au niveau forcément pas du dénivelé, mais des altitudes. Puisque là, avec un ami, on revient de Val d'Aran et donc on va chercher dans des 2000, même des fois plus haut. Et ici, on est plus dans du 1000, 1300, 1200 plutôt. Donc on a en fait, au Québec, ce qui nous manque beaucoup, c'est ces montées, mais qui durent longtemps. On n'a pas ça ici. Donc oui, pour toutes ces raisons, c'est un clash effectivement. Qu'est-ce que tu dis aux Français, aux Européens qui peut-être se marreraient un petit peu en disant 1000 mètres? Moi je dis qu'il faut qu'ils viennent ici et qu'ils viennent aussi au Chic-Choc ou même au Gaspésia 100 par exemple. Et je pense qu'ils se rendent pas compte de la dureté du terrain ici. En fait, on n'a pas besoin forcément d'avoir de grosses montagnes pour le sentir dans les jambes. Tout ce qui est racines, roches, les montées-descentes qu'on appelle ici les up and down qui font très mal aux jambes, on se rend pas compte, mais ça casse énormément les jambes ici. Et la verticalité est particulièrement implacable. Ouais, par certains moments, oui, elle est très abrupte. Ouais. Julien Dopplet, lui aussi français, installé au Québec, est tombé amoureux de la Gaspésie et lui aussi est abonné de l'UTCC. Il a terminé cette année l'épreuve de 45 km en 10e position. C'est la 5e année que je viens au Chic-Choc d'affilée. Pour moi, les Chic-Choc, c'est vraiment un coup de cœur. J'ai fait plusieurs courses au Québec. Et en fait, ce qui se différencie beaucoup, je trouve, ici par rapport aux autres endroits, déjà c'est une course donc en Gaspésie. Et c'est vrai que ce côté gaspésien, il a un côté très familial parce que c'est loin. Donc il n'y a pas toujours tout le monde qui veut venir jusqu'ici. Donc on retrouve souvent les mêmes personnes. Et ça, c'est quand même une petite pause en fait dans nos vies, on va dire citadines où ça tout qui va vite. Là, c'est un peu comme on met un temps sur pause et puis on part un peu dans la brousse, dans les forêts et on va juste se ressourcer à l'aventure, en nature. Et ça, c'est très agréable. Maintenant, à comparer, moi j'adore aussi Gaspésia, je trouve que c'est une super belle course. Les Chic-Choc, la particularité du terrain, c'est vraiment sa complexité parce que c'est très rocailleux, il y a beaucoup d'endroits où c'est très rocailleux. Donc on a l'habitude, c'est vrai, des forêts, des racines, des cailloux au Québec, mais là, les Chic-Choc, donc c'est les plus hautes montagnes du Québec. Et effectivement, on se retrouve sur des zones où il n'y a plus de végétation et on est complètement à découvert, uniquement dans les rochers. Et c'est ça que j'aime beaucoup en fait ici. Et d'ailleurs, t'as beau être plutôt habitué, cette année, t'es arrivé avec une forme un peu en dedans. T'as pris cher, quoi. Oui, tout à fait. C'est ça qui est. C'est ça qui est. Pour l'arrivée, je pense, d'un nouveau coureur ou du prochain coureur aux 88 km. Donc, on peut décrire un petit peu. On est auprès du feu, on est à côté de l'arche, et puis il y a une loupiote qu'on voit à l'horizon. C'est très roots, hein. Il n'y a pas 50 000 personnes autour de l'arche. Il y a quelques applaudissements pour cette personne. On ne sait même pas qui c'est généralement. C'est la surprise. C'est la surprise complète, c'est marrant, on est je sais pas, on doit être une petite quinzaine, vingtaine là autour du feu et à regarder les frontales arriver tranquillement et puis il y a juste un tapis au sol un peu plus loin qui nous permet de voir sur quelle distance la personne est, sur quel dossard et c'est vraiment c'est le côté roots de la Gaspésie qu'on aime bien quoi. Et pour revenir sur ta question d'avant, oui, c'est vrai que moi j'ai fait plusieurs distances ici, notamment le 101. J'avais fait mon premier DNF ici, le 113. J'avais fait le 62 qui s'était plutôt bien passé et l'année d'après j'ai fait le 113, c'était mon premier DNF ici.
Et en fait, ça m'a donné en fait vraiment l'envie j'étais dans le triathlon avant et ça m'a vraiment donné l'envie d'aller explorer les plus longues distances. Là, je reviens de Val d'Aran 100 miles qui a eu donc en Espagne là il y a 5 semaines et je voulais faire un défi. Enfin, je voulais un peu expérimenter mon corps et voir comment j'allais réagir avec une récup courte et finalement une récup où tu peux pas non plus te remettre à l'entraînement très vite. Et donc j'ai fait le 45 km là aujourd'hui et ouais, ça a été quand même dur et c'est très marrant en fait le corps humain comment en fait il y a des choses qui sont intéressantes à tester parce qu'on est capable par moment de faire des efforts ultra longs, très techniques et puis ça se passe bien. Et un autre moment où on a peut-être un peu moins d'entraînement parce que on a mis moins d'entraînement ou parce qu'on a eu un effort long avant, le corps réagit pas du tout de la même façon. Donc ça, c'est ça qui est super intéressant et c'est vrai que sur des terrains comme on a ici, ça on peut vraiment l'expérimenter quoi. Est-ce que tu as quand même réussi à prendre du plaisir ? On n'a pas trop parlé encore de ça, mais il y a aussi un champ de contemplation. Ouais. On est dans du beau. Est-ce que toi qui aimes bien courir devant, est-ce que tu arrives à prendre le temps quand ça va un petit peu moins bien de profiter ? Ouais, en fait clairement c'est vrai qu'il y a des courses où on est plus en mode performance, où on est plus effectivement quand on est devant, on a envie de pousser et puis là c'est focus vraiment sur les sentiers. En fait je me suis assez vite mis en mode un peu moins compète aujourd'hui justement parce que à chaque fois que j'étais ici en fait j'étais toujours en mode compète. Donc là je me suis dit c'est peut-être la course où je vais essayer de prendre plus de temps pour contempler. Oui effectivement c'est une approche de course qui est un peu différente et qui m'a permis de voir les chic-chocs aussi de façon un peu différente. Donc voilà, moi j'adore les chic-chocs. Il y a un côté nature aussi que peut-être on va pas forcément retrouver. Tu demandais tout à l'heure par rapport à en Europe ou quoi. Il y a un côté nature ici où on peut être confronté à des ours, à des orignaux, à des coyotes. Que ça c'est en fait on va pas forcément trouver ça ailleurs. C'est un côté qui est un peu excitant, qui peut faire peur. Il y a 2 ans, quand j'étais normalement c'était le 113 km, ça a été à la dernière minute transformé au 101 parce que il y avait des coyotes qui avaient attaqué dans le parc dans ce parc pendant l'été. Et donc en fait ça rend un côté un peu plus quand on fait l'ultra trail, on aime l'aventure. On aime se dépasser, on aime aller au bout de nous-mêmes. Et ce côté un peu confronté à la nature finalement rajoute quelque chose de plus. Et ça on peut l'avoir dans les chic-chocs. On peut pas forcément l'avoir ailleurs. Dernière question, on enlève les chic-chocs. Quelle est pour toi dans toutes les courses que tu as faites celle que tu estimes être la plus dure ? Moi la Diagonale des Fous a été la course la plus dure que j'ai faite en 2023. Alors j'avais une très bonne préparation qui a fait que j'ai quand même réussi à terminer en force. Et encore, comme je disais tout à l'heure, ça dépend du niveau de préparation de la course. Si on parle juste de la course en tant que telle, c'était la Diagonale des Fous que j'ai faite qui était la plus dure. Val d'Aran, c'était un bon morceau quand même aussi. J'étais peut-être un peu moins préparé que la Diag, donc j'ai eu des moments un peu durs aussi. Val d'Aran, alors déjà, faut dire ce qui est là. On a eu Val d'Aran, ça fait 2 ans de suite qu'ils coupent la course parce que à cause des intempéries. Nous, la veille de la course, parce qu'ils avaient vu les intempéries qui arrivaient, ils ont retranché de 21 km et de 2600 mètres de dénivelé positif. Donc on n'a pas eu un vrai 100 miles à Val d'Aran. Mais quand même, le morceau qu'on a eu, on a eu 2 fois des grosses averses, des terrains ultra glissants. Ça a été quand même quelque chose qu'il a fallu gérer aussi. Mais voilà, pour répondre à la question, c'est la Diagonale des Fous et la course la plus dure que j'ai faite jusqu'à présent. Mais toute course est différente. J'aime pas mal faire de la route aussi. J'ai fait Boston en début d'année. C'est des efforts qui sont complètement différents, pas sur les mêmes durées, mais il y a plus d'intensité. Donc voilà, il y a tellement de beaux défis à faire. Voilà. Et si on parle de l'ultra trail des chic-chocs, le slogan comme quoi c'est l'une des courses les plus dures de la planète. T'as pas couru le 100 miles, mais t'as beaucoup crapahuté ici. Est-ce que c'est un slogan qui te semble relativement juste ? Je pense que l'Ultra Trail des Chic-Chocs 170 km est vraiment comparable à la Diagonale des Fous. Il y a 10 000 mètres de dénivelé positif aussi. Pour avoir fait la Diagonale des Fous, il y a des sentiers quand même qui sont courables.
Les chic-chocs, il y en a aussi, mais la particularité de la Gaspésie, c'est les racines, c'est les cailloux. Et au chic-choc, on a un gros mix, le meilleur mix qu'on puisse avoir au Québec, c'est ici que ça se passe. Et donc je pense que le 170 km chic-choc pourrait vraiment se comparer à la Diagonale des Fous et même peut-être plus dur. Philippe Groslot du Lac-Saint-Jean adore venir en Gaspésie. Il a terminé cette année 2e du 88 km qu'il avait gagné l'an dernier. J'aime bien courir le Gaspésia, puis l'UTCC. Je dirais que c'est mes 2 courses. À chaque année, j'aime aller à ces endroits-là. Non, je suis du Lac-Saint-Jean. Mais j'aime la vibe gaspésienne des courses. C'est local, c'est simple, c'est petit. Des beaux parcours, hein? C'est 2 courses assez différentes, le Gaspésia et l'Ultra Trail des Chic-Chocs. Ouais, pour le territoire, certainement. Mais pour l'ambiance, je trouve que ça se ressemble. En termes de quantité de coureurs, en termes de... c'est super déconnecté quand on vient à l'UTCC, il n'y a même pas de réseau. Fait qu'il n'y a pas de monde sur les téléphones, là. Tout le monde est présent ici. C'est super le fun. Puis le Gaspésia, c'est Jeff Tapp, c'est iconique comme endroit, là. On va là au début de l'été, il n'y a pas de touristes encore. Tu cours, tu passes sur le bord de la plage, tu vas courir dans la boîte, dans les montagnes, tu finis sur une trail de chemin de fer, tu retournes sur la plage. Ça passe vite comme trail, là. Alors que celle-ci, là, à l'UTCC, ça passe un petit peu moins vite. Ouais, toi, tu as couru le 88 et tu as fait un podium aujourd'hui sur le 88 km. Ouais, j'ai fini 2e, main dans la main avec David Cormier. Mais je dirais, moi, c'est le plus beau parcours au Québec, le 88. C'est montagneux, il y a des vues, on peut le faire de clarté toute la journée. On voit. Tu dis que c'est le plus beau parcours, mais t'as pas fait le plus grand. Non, là, le plus grand, c'est de la folie, là. Le 170? Non, je pense pas m'engager dans le 170. Pourquoi? Parce que je viens de courir aujourd'hui, ça fait que là, t'as mal, puis... mais l'an dernier, j'avais couru avec Loïc, puis on s'était dit jamais le 170. Un 160 miles, oui, mais pas ici. Puis on s'est texté 2 jours après, puis on s'était dit, faudrait le faire un jour, hein. Fait que là, aujourd'hui, je te dis non, mais demain, si on se parle, je te dirais oui, probablement. Faut juste laisser le temps un peu de décanter la course. Qu'est-ce que tu retiens des sentiers que tu as affrontés aujourd'hui? Alors toi, ça s'est plutôt bien passé, tu fais un podium, mais... Ouais, mais c'est des... Les 2 dernières années, l'an dernier aussi, c'était comme ça. C'était super beau, super sec, quasi pas de boîte, mais super technique, hein. Roche-Racine, quelques kilomètres roulants au Mont-Logan, et quelques autres endroits, mais sinon, c'est dur d'allonger la foulée, puis de dérouler, puis d'aller vite, hein. Faut être patient. Puis, moi, à chaque fois, je m'explose des quads, hein. Ça finit toujours en douleur dans la dernière descente. Quand on arrive après la serpentine, là, on dirait que c'est interminable. Justement, comment tu t'entraînes? Comment on devrait s'entraîner à ça, à affronter ça? Moi, je pose toujours la question aux gens parce que je finis tout le temps que je m'explose les quads. Mais là, je me fais dire que je vais trop vite. Fait que là, c'est pas vraiment une solution d'aller plus lentement, hein. Mais moi, je dirais la manière que je m'entraîne, j'ai une vanne, fait qu'on est souvent en camping les week-ends à plein d'endroits. Puis c'est d'aller courir. Je passe au bout de la ligne, c'est de faire des montées, c'est de faire des descentes, c'est de s'amuser, hein. D'avoir du fun. Ouais, exactement. Je pense que c'est ça. Le plus souvent possible. Ouais, le plus souvent possible, mais pas trop non plus, hein, parce qu'on se blesse. Fait qu'il faut comme trouver le juste milieu, c'est pas évident, ça. C'est comme une drogue un peu, hein, l'ultra, hein. Fait que c'est dur de trouver la bonne dose. Tu as une prochaine course en vue là, d'ici la fin de l'année? Ouais, je me suis inscrit à Bariloche, une course by UTMB. C'est la première année qu'ils le font en Patagonie. Fait que là, je me suis inscrit au 130 km avec 5000 mètres de dénivelé. Mais là, aujourd'hui, je n'étais pas sûr, là. Peut-être que je devrais descendre sur le 80. On va attendre à demain, hein. Probablement, je vais rester sur le 130. Ça va être reposé, on est là. Ouais, merci. Philippe a terminé 6e du 133 km du Patagonia Bariloche by UTMB. J'ai tendu le micro ensuite à un coureur de Québec, Robin Mayotte, un adepte de l'ultra-distance. Il était là cette année pour aider l'organisation, tout juste de retour du Bigfoot 200, un 320 km dans l'État de Washington aux États-Unis. Robin, juste pour commencer, quel est un peu ton pédigré comme ultra-trailer? Oui, j'ai commencé à courir plus sérieusement en trail, ça fait 4 ans environ. Je commence à faire des plus petites distances, j'ai fait une progression assez
assez continu depuis les 4 dernières années, là, passer du 50 km au 80 au 100. Puis ça fait 3 ans maintenant que je suis plus dans la distance des 100 km, des 100 000, donc des 160 km. Et c'est tes distances c'est devenu tes distances de prédilection? Oui, exact. Donc, j'ai fait des courses de 100 000, puis j'ai aussi fait des aventures personnelles là, qui tournaient un peu dans les mêmes distances. Donc, c'est une distance que j'aime vraiment, où est-ce qu'on va jouer un peu dans le sommeil, ici, selon la technicité des terrains, mais qui est aussi... qui demande aussi beaucoup de logistique, là, beaucoup de soins de soi, là, où est-ce qu'on va payer si on ne prend pas soin de notre corps. Donc, où c'est important de connaître son corps, comment le gérer, comment régler les problèmes pendant la course. Là. On exclut l'Ultra Trail des Chic-Chocs. Quelle est la course qui a été pour toi la plus difficile et ou la plus exigeante? La plus exigeante, je pense la plus difficile, vite de même, ça serait la première fois que j'ai franchi la distance des ultras, puis c'était pendant un backyard ultra. C'était vraiment en début de ma... Je dirais pas carrière, là, mais en début de mon parcours de course, là, où est-ce que j'ai fait un backyard ultra que je pensais pas faire si longtemps. Finalement, je me suis ramassé à faire un 20 heures, là, un 130 km qui était bien au-delà de ce que j'avais fait auparavant. Entre elles, là, je pense que j'avais fait un 35 km. Puis où est-ce que j'ai réussi où est-ce que j'ai ouvert mes yeux au fait que oui, je pensais comme après, je pense 6-7 heures que j'étais plus capable d'en faire plus. Puis finalement, juste avec de la force mentale, puis en continuant, tu prouves à toi-même que tu es capable de pousser vraiment plus creux que tu pensais. Donc, je pense que c'est celle-là, j'ai souffert énormément, mais c'est aussi celle-là que j'ai appris le plus, qui m'a ouvert les yeux sur le fait que oui, en m'entraînant, je serais capable de faire de l'ultra longue distance. Là. Et la plus dure? On exclut toujours l'Ultra Trail des Chic-Chocs. La plus dure, je pense, c'est ma dernière course. Là. Je reviens la semaine passée du Bigfoot 200, qui est une course de 200 000, 320 km dans l'État de Washington, où est-ce que juste le temps que tu passes sur tes jambes et le temps que tu dois courir est extrême. Donc, ça demande une concentration à un moment de la course où est-ce que tu es extrêmement fatigué, épuisé. Et je pense que c'est dans cette course-là que j'ai été épuisé le plus profond pour être capable de continuer à courir puis pousser la distance rapidement. Là. Ouais. L'an dernier, tu as été parmi les tout premiers athlètes à défier le 170 km de l'UTCC. Qu'est-ce que tu en as pensé? D'abord, tu as été finisseur. Tu étais un des 30 finisseurs, je crois. Non, 25. Et qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu te souviens de l'état dans lequel tu étais à l'arrivée? Oui, je me rappelle que le corps était surprenamment encore bien à l'arrivée. La fatigue était extrêmement présente. Donc, c'est la première fois que je faisais une deuxième nuit pendant une course. Donc, on a dû affronter la deuxième nuit. On est parti en début d'après-midi. Donc, déjà avec une demi-journée dans le corps avant une de partir, puis ensuite 2 journées de course complète, dont 2 nuits. Donc, je me rappelle vivement que la dernière nuit, la fin de la dernière nuit avait été extrêmement difficile, mais que le corps, surprenamment, avait bien tenu le coup du fait que il n'y a pas énormément de longues périodes de course. Donc, pour la majorité des gens, peut-être les premiers courent une plus grande partie, mais pour la majorité d'entre nous, là, il y a beaucoup de sections qu'on finit par faire à des vitesses plus basses et à des amplitudes de jambes plus extrêmes. Donc, on vient chercher des amplitudes différentes. Donc, des fois, quand tu cours des longues distances sur du plat, c'est extrêmement difficile parce que tu viens toujours jouer les mêmes parties du muscle, tandis que là, on vient jouer des parties différentes. Donc, c'est difficile sur les articulations, sur les pieds, mais côté musculaire, c'était surprenamment bien. Puis je courais avec des amis aussi, puis surprenamment, après la course, ça a été assez rapide de s'en remettre. On était épuisés, mais les muscles, le reste du corps suivait quand même, là. Quand tu entends que c'est le 100 miles, que c'est un des 100 miles les plus durs de la planète, est-ce que avec l'expérience que tu as, tu valides? Je peux pas valider parce que je les ai pas toutes faites, mais je peux dire que oui, probablement ça doit être un de ceux qui punit le plus tes erreurs. Purement pour le temps sur pattes que les personnes ont. Il n'y a pas beaucoup d'autres courses au monde qui vont prendre autant de temps pour la même distance. Et aussi, là, cette année, on a eu un parcours assez sec, mais d'habitude, ces sentiers sont super mouillés. Simplement le fait de gérer tes pieds mouillés pendant plus de 30 heures, c'est extrêmement compliqué. T'as beau avoir des techniques, tu vas avoir mal, tu vas avoir des ampoules qui vont se faire, les problèmes vont augmenter. Donc, juste le fait que tu sois sur pattes pendant un 30, 40, 50 heures, à la place
quand d'habitude, tu aurais pu faire un 100 000 en 20 heures, là, ça va t'en prendre 32. Ça fait en sorte que tous les problèmes que tu as vont spiraler et vont perdre le contrôle. Donc, c'est vraiment une course où est-ce que ça va te faire payer si tu fais des erreurs, surtout tôt dans la course. Donc, certaines courses que des gens auraient pu juste passer avec la force brute, juste continuer. Celle-ci, ça va être trop long. Si tu as des ampoules au début puis tu n'en prends pas soin, tu seras plus capable de faire les descentes techniques à la fin, c'est trop long. Donc, je dirais que peut-être pas c'est la plus difficile, ça je peux pas concerner, mais je peux dire qu'il faut que tu aies une bonne maîtrise de ton corps, que tu connais ton équipement, que tu connaisses ton corps, tes pieds, ta nutrition, parce que c'est trop long pour que ça aille bien tout le long. C'est certain qu'il y a des problèmes qui vont arriver. Merci. Fait plaisir, merci à toi. La Bande à des Plus, le podcast du magazine Distance Plus. Dimanche matin, alors que la pluie avait pris le dessus sur les sentiers, j'ai croisé au gîte du Mont-Albert Alexis Morin, 4e du 100 miles. Après quelques heures de repos, voici sa réaction à chaud. Salut Alexis, ça paraît pas comme ça, mais il y a quelques heures, tu étais encore sur les sentiers. Tu as terminé 4e du 170 km de l'Ultra Trail des Chic-Chocs. D'abord, première question, comment ça va? Ça va bien, c'est un peu dur ce matin, les jambes sont raides, mais le moral est bon. Puis manger quelques assiettes ici à l'auberge, puis à date, le tout reste à l'intérieur. Là, fait que j'ai hâte de voir la suite cette semaine, la fatigue, le repos, mais là c'est bon. T'es arrivé en pleine nuit, est-ce qu'il pleuvait déjà? Non, on est arrivé, la météo a été super belle tout le long, on a vraiment été chanceux. Là. On a fini, peut-être une demi-heure après, on était près du feu, puis la pluie a commencé à tomber. Là, donc vraiment béni par la météo tout le long de la raid. Bon, c'est quoi cette idée-là de courir le 100 miles de l'Ultra Trail des Chic-Chocs? C'est un truc qu'on parlait tantôt, puis j'ai l'impression qu'en termes de ligne droite, là, c'est tough de faire mieux au Québec. Là. Tu pars, tu fais pratiquement la meilleure portion de la CIA, Sentier des Appalaches. Puis j'ai l'impression que c'est ça, c'est vraiment un parcours unique avec des sentiers, des stations sauvages, que c'est assez ardu par bout. Puis c'est ça, je pense que c'était le but de se mettre un peu à l'épreuve. Qu'est-ce qui t'a motivé? Je sais pas, je pense qu'on aime tout ça dans le trail, de passer plusieurs heures dans le dur, puis après ça, arrêter la montre, puis d'être mieux. Là. Mais non, qu'est-ce qui m'a motivé? Je pense que c'est d'aimer ça, autant courir dans le bois, d'être dehors longtemps, que d'être vraiment bien après. Ce que tu nous disais, c'est que tu l'as craint, cette épreuve. Ouais, en fait, il y avait des amis qui avaient fait la première édition l'année dernière, puis ils parlaient d'à quel point c'était une portion technique, dans le fond, entre Lac-Matane et Petit-Saut. Puis, moi, je connaissais pas cette section-là, mais on a été la faire un peu en reconnaissance le mois dernier. Puis, c'est ça, ça m'a permis de me mettre en confiance, de savoir à quel point ça allait être difficile à ce niveau-là. Donc, ça m'a permis de savoir un peu à quoi m'attendre, puis de perdre un peu le stress. Et quand on se retrouve en situation, même quand on a reconnu, est-ce que ce que tu as vécu au cours des dernières heures, c'était à l'image de ce que tu as vécu pendant ta reconnaissance? Là, c'est tout différent. Mais en fait, c'était assez semblable au sens où, en fait, là, on l'a fait de nuit, là. Sauf que c'est pas pareil. Mais, tu sais, le sentier était vraiment plus sec. Donc, ça était vraiment ça a vraiment été plus facile que lorsqu'on l'a fait en reconnaissance. Ah ouais? Ouais. La reconnaissance, en même temps, on l'a fait 2 jours. Puis sur 2 jours, tu sais, c'était une autre ambiance. Là, on était plus en mode très long rando, là. Mais là, franchement, je dirais, ça a été plus simple, mettons, avec les portions tellement boiteuses, particulièrement juste avant le Nicolas-Albert. Le mois dernier, on calait presque jusqu'aux hanches. Là. Donc là, ça enfonçait à peine. C'était génial. Ça permettait d'enfiler les kilomètres. Alors, tu parles du Nicolas-Albert, qui est un des monts les plus craints. Ouais. Mais alors, toi, il t'est arrivé un truc juste après, je crois. Je sais pas. Après le Nicolas-Albert? C'est pas le Nicolas-Albert? Ouais, c'était pas mal avant. Ah, c'était pas mal avant. C'était okay. en commençant la portion de nuit, il y a un moment donné, il y a comme un petit point d'eau là que tu peux. En fait, il y a un embranchement, ça dit là-bas, tu peux aller chercher de l'eau, puis à gauche, tu peux continuer ta course. Puis on était quand même focus in the zone. Puis c'est ça, on est allé au point d'eau sans penser qu'on allait au point d'eau. Puis là, c'est drôle qu'il y ait un point d'eau là-bas, tandis qu'il y a de l'eau sur le parcours. Puis là, finalement, c'était pas le parcours. Fait que là, on a perdu quand même un petit peu de temps, peut-être 30-45 minutes à monter puis réaliser qu'on n'était pas sur le bon chemin.
Donc ça, c'était, je pense que ça fait partie de la game, là, d'avoir des aventures comme ça. Puis, c'est ça, au final, on a fait 3 km sur 170, de trop ou pas assez. Je pense qu'on est dans une marge d'erreur acceptable. Ça t'a pas déstabilisé plus que ça? Non. Par contre, tu étais en bonne position à ce moment-là? Ouais. On en était 3e, je pense, en commençant cette portion-là du parcours. Mais c'est ma première fois sur la distance. Puis, c'est ça, je pense que j'avais aucune préhension ou prétention de pouvoir faire une performance. Là. Je pense que mon but premier, c'était de me rendre. Fait que, en fait, c'est drôle parce qu'en revenant, on a rattrapé la personne qu'on pensait être le 4e. Là, tout le long de la nuit, on était genre, OK, on est 3e. À un moment donné, OK, on est rendu 2e, ça va bien. Puis en arrivant à un petit saut, là, les personnes qui me disent que finalement, j'étais 9e. On est là, moi, je mange, relax. Là, je vois plein de monde passer. Je suis genre, je t'ai pas vu. Voyons, ils ont même pas de chillé au ravito. Bon, c'est pas grave. Fait que là, plus loin sur le parcours, à un moment donné, je demande, là, on est quoi, 3, 4, 5e, genre? Elle fait, hey, non, je pense que t'es 8, 9e, là. Hein? Bon, c'est pas grave. Parce que c'est ça, comme je disais, j'avais pas vraiment de prétention à être sur le podium ou pas. Puis, ça m'a pas déçu du tout. Là, Au final, je suis arrivé 20 minutes après le 3e. Puis, c'est ça, tu regardes le nombre de gens qui ont fini la course. On est 8, je pense, en ce moment. Puis on doit approcher du cut-off. Ça montre à quel point le sentier est difficile. Peut-être que ça vaut la peine de rebondir là-dessus. Ça serait fun d'avoir plus de gens sur la distance. Là. Je pense qu'on était à peine 40 inscrits, puis 30 au départ. 37 et 30 au départ. Ouais. 32. Fait que ça monte. En tout cas, je pense que ça serait cool d'avoir plus de gens. Puis je pense que ça serait intéressant d'avoir aussi du niveau. Là. Je pense qu'on pourrait s'intéresser plus à ce défi qui est unique, magnifique et un peu extrême. D'autant que certainement, notamment les Européens qui aiment bien la proté. Ouais. Ils ont de quoi là, venir. Je pense qu'il y aurait de quoi en chier un peu, là, quand même. Là. Ça serait le fun, là. C'est bien de faire les malins, mais venez ici, là. Mais c'est ça qu'on disait. À un moment donné, on croise des Français, puis là, ils étaient genre, putain, c'est de la merde, genre. Puis j'étais comme, c'est nice, je suis content. C'est cool qu'ils voient que c'est vraiment de la merde. Puis là, ils parlaient des montées, à quel point c'était raide. Puis j'étais comme, oui, on en a aussi, c'est quand même des bonnes montées. Là. C'est pas des grandes montagnes, mais regarde, c'est dur pareil. Au final, tu fais quand même quasiment 10 000 sur un 170. Tu sais, je veux dire, c'est comparable à l'UTMB. Puis ça, c'est un point de vente qui mettait beaucoup, là, les organisateurs. Puis, sauf que tu mets pas mal plus de temps à boucler. Oui, ça roule tellement pas. Là. C'est pas la même ambiance pantoute. Mais non, c'est ça. Tu sais, c'est super sauvage. C'est super technique. Ça monte, ça descend pas mal. Je pense qu'il y a de quoi avoir du fun. Là. C'est une belle recette. Allez, c'est l'heure du repos, là. Ouais, on va aller se coucher, là. Un gros merci. De retour sur le site des arrivées, je suis allé à la rencontre de René Morissette, finisseur en 2024 de la première édition du 100 miles de l'Ultra Trail des Chic-Chocs. Il avait décidé cette année de courir le 88 km avec son ami Mathieu Fortin. René, toi, t'es un habitué des Chic-Chocs? Oui, je pense que je peux dire ça, oui. Pourquoi? Raconte-nous un peu ton histoire avec ces sentiers-là. Ça remonte à longtemps, en fait. Le ski, pour commencer, puis je suis tombé en amour avec la région gaspésienne. Quand j'ai commencé à courir, c'était comme un no-brainer, une évidence là, de venir courir ici, faire les randonnées. Et puis, il y a à peu près 4-5 ans, on a commencé à penser à des projets de fast-packing. Puis, on a parcouru les sentiers de la réserve de Matane. Avec tes enfants, notamment? Avec des amis au départ, mais maintenant, avec ma fille, oui, on fait de la rando ensemble. Puis, c'est toujours un plaisir de courir ces sentiers-là. Là, depuis qu'il y a la course ici à l'UTCC, c'est encore une bonne raison pour venir. J'ai fait une première fois l'Ultra Trail du Mont-Albert, une course qui existait avant l'Ultra Trail des Chic-Chocs. Et puis, j'avais eu le coup de cœur vraiment pour faire je vais dire ça comme ça, là, faire ce sentier-là en mode course un peu plus performance. Tu fais de l'humilité, mais tu es quand même un coureur qui est performant au Québec. En fait, je sais pas si je peux dire performant. J'aime les longues distances, mais je suis pas super rapide non plus, mais je pense que je me classe quand même bien en général. Là. Ouais. Tu as fait toutes les éditions de l'UTHC? L'UTCC? Non, l'UTCC, non. J'ai fait seulement les 2 dernières années. Donc, j'ai fait le 100 miles l'an dernier, puis cette année, je faisais le 88. Comment tu décrirais, avec tes mots à toi, le sentier, le sentier international des Appalaches qui parcourt, en fait, qui est le parcours une partie du sentier est le parcours du 100 miles? Bien, en fait, en 2023, j'ai fait le sentier international des Appalaches au complet.
Donc, j'ai passé à travers cette section-là qu'on emprunte là, quand on fait le 170 km. En 2023, j'ai fait le sentier, c'était hyper mouillé, il pleuvait tout le temps. Donc, côté technique, c'était vraiment autre chose par rapport à l'an dernier où c'était très sec. Et cette année, c'était encore plus sec. Donc, des contrastes très différents. Mais les sentiers, évidemment, même si c'est sec, c'est pas très roulant. On est dans le très technique, très pentu. La réserve de Matane, la première section, ça monte très, très à pic, ça descend très, très à pic, c'est technique. Puis la section du parc de la Gaspésie, c'est technique aussi, mais un petit peu plus, je vais dire ça, accessible, entre guillemets. Là. Donc, 2 grandes sections différentes. Puis, ce qui est intéressant avec le fait d'avoir fait le 170 l'an dernier, puis le 88 cette année, c'est que la section de jour du 88, on l'a fait la nuit dans le 170. Donc là, tout ce qu'on n'a pas vu dans le 170, on l'a vu maintenant avec le 88. Donc les beaux paysages, le soleil qui descend, la lumière qui est vraiment incroyable sur les montagnes. Donc c'est comme si j'avais vécu là, tout ce sentier-là de jour sur les 2 années. Ce qui n'est pas donné donc à tout le monde, évidemment, à moins de le faire, à moins de faire ce que tu as fait finalement. Pour voir l'intégralité, soit tu fais le SIA, soit tu fais le 100 miles et le 88 et puis tu es en business. Oui, je n'irais pas dire pour vivre l'expérience au complet, il faut aligner les deux, là, mais bref, j'invite les gens à le faire, le parcours, d'être prêts. Puis je pense que les gens qui viennent faire cette course-là ici, là, ils ont la conscience que c'est un territoire qui est quand même unique, un territoire protégé. Puis ils respectent je pense que les gens respectent beaucoup le sentier. Ils sont assez humbles, puis ils ont une certaine humilité là, à embarquer sur ces sentiers-là. C'est pas une course traditionnelle, normale, où ça va vite. Il faut vraiment là, se laisser, comment je pourrais dire, essayer d'apprivoiser le sentier, là, puis de l'accepter que oui, ça court pas souvent, mais il faut profiter du paysage, il faut profiter du moment. Tu as beaucoup couru à l'international, toi, ou pas? Non, pas vraiment à l'international. Alors, à l'échelle de tes connaissances au Québec, des sentiers que tu as fait en fast-packing ou en course, où est-ce que tu places les sentiers de l'Ultra Trail des Chic-Chocs? En termes de technicité, c'est ceux que je place au premier rang. En termes de, je vais dire ça comme, en termes de paysage, point de vue, j'ai pas tout fait les courses au Québec, mais décidément, c'est dans les coups de cœur pour les paysages, parce qu'on est dans des sommets, on est dans des vues très dégagées. Donc, j'ai fait l'Ultra Trail de la Gaspésia. Il y a des beaux paysages là aussi. C'est très différent. Un peu plus maritime, par exemple. Un peu plus maritime, exactement. L'ambiance est très différente aussi. Tu es un petit peu plus isolé, tu es à l'autre bout du monde. Donc, c'est très différent. Ici, c'est de l'arrière-pays. C'est du sauvage. Tu es isolé. Puis, tu t'engages dans un sentier, puis tu sais que ça se peut que tu rencontres personne pendant 4, 5, 6 heures. Puis ça, ça te met vraiment soit une certaine pression ou bien un désir d'aller jusqu'au bout puis de sortir de là. Donc, je pense que cette course-là apporte cet élément-là, contrairement aux autres courses du Québec, où il y a beaucoup plus de support, beaucoup plus de densité de coureurs. Donc, ça crée l'unicité là, de l'Ultra Trail des Chic-Chocs. Merci, Rémi. Merci, René. C'est pas grave, merci beaucoup. Sous une petite tente, j'ai retrouvé le Français Joseph Gervilly sur une chaise de camping, emmitouflé sous des couvertures. Il a terminé 9e en près de 44 heures de course. T'as l'air bien là, Joseph? Ça va. Alors t'as réussi à passer le cap de 170 km? Ouais. Raconte-nous ça, t'es un peu tremblotant là. T'as froid, la pluie en fin de parcours? La grande coulée en pleine tempête, ça pardonne pas. Surtout pour la fin, quoi. Ouais. Comment t'as vécu cette épreuve-là? Ça a passé par plein de moments, genre le début assez difficile. Genre le début assez bon, la première nuit, genre t'avances pas. C'est un jeu de patience à se demander même le matin, genre si on poursuit plus loin. Puis je sais pas pourquoi, tu repars et là t'as un flow mais de malade, genre ça. Genre n'importe quel dénivelé ça passe. C'est genre j'ai passé une nuit mais incroyable. Le flow quoi, le flow. Ouais, genre je chantais même pas mes jambes. C'était incroyable et puis ce matin un peu moins, genre
à partir de la Caspésia, déjà j'ai perdu quand même un peu de temps bloqué par un orignal. Puis après, dès que la pluie a commencé, là, c'était mental. La mission a commencé là, en fait. Bah, c'est qu'en fait, les objectifs de temps avaient disparu, puis étaient réapparus. Puis là, ils ont redisparu à ce moment-là. Parce que t'es comme genre, je vais juste finir. Pour pas revenir. Tu t'attendais à ce niveau de dureté-là? Franchement, j'ai pas la première partie est, oui, dure. Mais la deuxième, c'est... Je sais pas si c'est parce que c'est le deuxième jour, mais genre... Il y a juste une petite partie que je trouvais vraiment compliquée, mais après le reste, ça se fait très bien. C'est juste que le rythme, c'est de la rando, en fait. Très lent, très lent. Ouais. C'est quoi tes courses de référence dures avant ça? Moi, en fait, ça fait que depuis... en fait, j'ai recommencé le trail. C'est ma 3e saison, donc c'est ma 2e année. Et j'ai allé graduellement en ultra. J'ai fait le Grand Duc, le 50. Après, j'ai fait le QMT 80 l'année dernière et puis l'UTHC 125. Et que j'ai fini. Donc là, c'était l'occasion de voir. C'est donc ton premier 100 miles? Ouais. Wow. Puis l'objectif, c'était de pouvoir voir si j'étais en capacité de faire des courses comme la diagonale ou des choses comme ça. Résultat, on peut dire que oui. Je pense, ouais, parce que là, même pas de bâton, ça passait bien. Donc en octobre, c'est bon, tu vas à la Réunion. On va attendre un peu. Bravo, Joseph. Merci. Le Breton Yann Andro a lui terminé 3e du 100 miles. Il n'a pas été déçu du voyage. Yann, podium du 170 km de l'Ultra Trail des Chic-Chocs. Oui. Comment ça s'est passé? Là, t'as l'air de plutôt bien aller. Ouais, ça va. C'est une course très compliquée. Hein. Je pense qu'il faut vraiment connaître le terrain. Et puis, pour ceux qui ont envie de venir, il faut vraiment prendre conscience que c'est destructeur. Ah, le mot est fort quand même. Ouais, mais les descentes sont tellement raides et les single track tellement étroits que souvent on voit pas où sont les pieds, on est en blocage tout le temps, du coup les quads sont non excentriques et puis ça fait vraiment mal quoi, et très tôt dans la course. Hein. Parce que même les ratios de dénivelé est impressionnant. Je regardais à la montre, j'étais à moins de 100 autour de 100 km, j'étais déjà à 7 minutes de dénivelé. Donc en comparatif, j'avais fait l'Ultra Tour du Beaufortin il y a quelques années. C'est 114 pour 7002 je crois. Donc on est sur des ratios plus importants, sur des pentes plus courtes. Donc ça casse vraiment beaucoup. Du niveau de technicité un peu semblable ou au-dessus? Au-dessus. Ouais, les sentiers sont finalement plus propres sur le Beaufortin. Ouais, et même l'année dernière, j'ai fait le Grand Raid des Pyrénées, c'était mon premier 100 miles. C'est réputé technique aussi, ça l'est, mais avec des périodes où on peut relâcher, quoi. Et là, les relâches, il n'y en a pas. Donc quand on dit l'Ultra Trail des Chic-Chocs est le 100 miles potentiellement le plus dur de la planète, tu es en train de me dire que tu y crois assez aussi? J'ai pas suffisamment d'expérience, mais j'ai fréquenté un peu les sentiers de la Réunion sans faire le Grand Raid, ça viendra sûrement un jour. Et j'ai l'impression que là, la dimension est quand même... ça va au-delà, je pense. Ok. Est-ce que... Il y a autre chose, c'est là on est 40 au départ, on est tout seul dans la nuit. Le côté émotif aussi peut rentrer, quoi. Tu as eu une belle expérience avec un orignal. Et oui, je venais de passer le 3e en plein milieu lever du jour. Et avant d'arriver au ravitaillement du Petit Saut, donc une descente où j'arrivais assez rapidement, une des rares où on pouvait peut-être courir assez vite. Et donc en arrivant sur un croisement de sentier, juste un orignal qui déboule en même temps que moi, donc on n'a pas été loin de l'accident. Quand je dis déboule, on était à 1m50 quoi. C'était ton premier orignal en vrai? Non, on est venu un peu avant, reconnaître un peu les endroits, du coup on a eu l'occasion d'en croiser. Mais alors aussi proche, vraiment, le premier est impressionnant quoi. Donc surprise mutuelle, je recule, et lui n'a pas bougé. Il est resté sur le sentier, donc
J'ai croisé les bras, j'ai sorti mon téléphone, j'ai respecté les consignes, j'ai pas dérangé, j'ai attendu qu'ils finissent de manger, puis il est reparti. Quoi. Ok. Et ça a bien pris 5 minutes. Ah ouais. Mais au moins t'as un beau vidéo. Ouais, là, le souvenir, là, c'est quelque chose. Là. Toi, t'as eu des moments durs, des moments où tu t'es senti seul? Pas spécialement. J'arrive à rester focus sur ce que j'ai à faire. Là, le prochain ravito est là, en séquençant bien l'épreuve. Et, pour rester focus sur ce qu'il y a à faire, mais oui, on peut vite partir, je pense. On va dire, qu'est-ce que je fais? Je suis au milieu de nulle part tout seul. Là, si je dois appuyer sur le bouton SOS, je sais pas comment vient me chercher. Quoi. Et tu y penses des fois, donc il faut essayer d'évacuer ça. Alors, j'y ai pensé avant. Une fois qu'on est dedans, non. Faut être dans ce qu'il y a à faire. Quoi. Qu'est-ce que tu vas retenir, tu penses, à froid? Là, t'es à chaud, hein, ça fait quelques heures que tu as passé la ligne. Qu'est-ce que tu vas garder de cette épreuve-là par rapport aux autres? C'est dur à dire. Je pense encore trop chaud. Ouais, j'ai pas assez de recul. Peut-être pas assez d'épreuves aussi derrière moi. T'as trouvé ça beau? Là, il pleut, là, au moment où on se parle, mais ouais, c'est... l'essentiel du parcours était sous le soleil. Oui, mais il a fait chaud d'ailleurs, même pendant la nuit. C'est très particulier comme paysage, je pense qu'il n'y a ça que ici. Il faut venir voir, quoi. Il faut venir voir, c'est sans doute la meilleure conclusion de cet épisode. C'est vrai pour les trailers qui ne connaissent pas encore le Québec, mais c'est aussi vrai pour les Québécois eux-mêmes, dont beaucoup ne se sont jamais aventurés dans les montagnes gaspésiennes. Avec mon collègue Rouliane Claros, nous avons adoré notre expérience sur le terrain, parce que tout est simple et détendu sur un événement comme celui-là, même si le côté sauvage limite forcément les accès aux sentiers. Il n'y a pas de flafla, pas de chichi, on est là pour faire du trail dans un environnement exceptionnel et passer du bon temps sans se prendre la tête. L'énergie y est ultra positive. C'est rafraîchissant de constater que des événements comme l'Ultra Trail des Chic-Chocs existent encore. Ironiquement, en 2026, un nouvel événement de grande envergure verra le jour à la même période que l'UTCC. Il s'agit de Borealis Bayou-TMB, le premier événement du circuit Bayou-TMB au Québec, organisé au Mont-Tremblant. C'est à 900 km du Mont-Albert. Un événement qui est bien entendu promis à un grand avenir. Mais celles et ceux qui affectionnent les courses routes et les départs à l'ancienne avec l'appel des coureurs à haute voix opteront probablement davantage pour l'Ultra Trail des Chic-Chocs. La 7e édition aura lieu du 21 au 23 août 2026. Les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes. La Bande à des Plus, le podcast du magazine Distance Plus, présenté par Nicolas Fréret. C'est la fin de cette émission hors série de la Bande à des Plus. La Bande à des Plus est une émission présentée par Distance Plus. Je suis Nicolas Fréret et j'ai le plaisir d'animer ce podcast depuis 4 ans maintenant. Merci à l'Ultra Trail des Chic-Chocs pour l'invitation. C'était un moment génial. Et merci à Alexandre Ferreira qui finalise la réalisation de cette émission hors série. Et merci à tous de nous écouter. Je vous dis à bientôt pour une 5e saison en 2026. À plus dans la Bande à des Plus.